En pierre, en bois, en pain ou même en verre soufflé, l'invention des sextoys remonte à plusieurs milliers d'années. On va faire un petit tour d'horizon des théories et des inventions les plus folles sur les sextoys. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, ce qui est considéré comme le premier sextoy de l'humanité, il a à peu près 28 000 ans. C'est un espèce d'énorme phallus de 17 cm en pierre polie. On peut pas vraiment savoir s'il était utilisé par nos ancêtres préhistoriques, puisqu'encore une fois, pas de texte. Dans l'Antiquité, on a ce qu'on appelle des olisbos, donc qui ont été répertoriés dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Olisbos, concrètement, ça veut dire glissant en grec ancien. Ce sont finalement des godemichés en cuir qui ont été garnis d'herbes. Évidemment, on n'a pas de lubrifiant. Du coup, pour lubrifier ces olisbos, on va utiliser de l'huile d'olive. Il va y avoir plusieurs matières, donc on a le cuir, on a aussi le bois, le cuivre, et on va même avoir la mention d'un olisbos en pain, donc de l'eau et de la farine, concrètement. Évidemment, l'histoire de l'olisbos en pain, c'est une fake news. En fait, c'est une mention unique qui a été retrouvée dans un texte qui a priori n'était pas très fiable et qui quand même a fait le tour du monde. Dans l'Antiquité, il n'y a pas d'équivalent en fait pour les sextoys dits masculins, puisque tout simplement un homme et donc un citoyen libre, il peut coucher avec à peu près n'importe qui, donc des femmes, des esclaves et même des enfants. On fait un bond de quelques millénaires et ensuite on arrive en Égypte. Il y a énormément de légendes urbaines qui entourent la sexualité de Cléopâtre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cléopâtre, elle vit au 1er siècle avant notre ère, lors de la bataille d'Actium, donc la dernière bataille de Cléopâtre. Cléopâtre perd face à Auguste, elle meurt. Évidemment, Auguste, il rentre à Rome, il va opérer une énorme opération de propagande pour dénigrer son ennemi vaincu. Et quoi de plus facile pour dénigrer un ennemi vaincu féminin que de l'attaquer sur sa sexualité débordante, hors norme et complètement dépravée. Cléopâtre est caricaturée dans toutes sortes de positions ultra dégradantes, donc sur des lampes à huile par exemple, on va la voir sodomisée par un crocodile. On a du mal à y croire, c'est plutôt dangereux, on vous déconseille l'exercice. On disait aussi qu'elle était capable de satisfaire toute une armée grâce à ses talents de fellatrice hors pair. Déjà, on a un peu de mal à y croire puisque techniquement il faut du niveau, et puis quand bien même, ça ne remettait pas en cause ses talents politiques. Et au milieu de tout ça, on va avoir une légende urbaine qui va naître bien après la mort de Cléopâtre, qui explique qu'en fait, elle avait inventé le premier vibromasseur. Ce qu'il faut imaginer, c'est un papyrus avec des abeilles vivantes dedans, et leur bourdonnement qui crée une espèce de vibration. On a le tableau. Évidemment, c'est une fake news, déjà parce que c'est très dangereux, et en plus parce qu'a priori, Cléopâtre n'avait pas besoin de satisfaire ses pulsions sexuelles avec des objets, elle avait bien assez à sa disposition en tant que reine. On assiste en fait à un espèce d'exemple flagrant du premier slut-shaming antique, comme quoi il n'y a pas d'âge. On change de continent, et maintenant on part en Asie. Au 5e siècle, on a le Kama Sutra qui apparaît en Inde. À la base, il est publié en 7 livres bien distincts, et il est vraiment pas question de recenser les positions sexuelles qu'on connaît. Et puis en fait, il s'impose plutôt comme un guide à destination des célibataires et des jeunes mariés. Donc on va y apprendre par exemple à satisfaire sa femme, notamment, à commettre un adultère. De manière générale, en Asie, on est beaucoup plus chill sur le sexe. Si on est capable d'avoir des orgasmes, de ressentir du désir et du plaisir, finalement on est en bonne santé, on est mieux dans sa tête et on est mieux dans son corps. On fait un saut dans le temps et on se retrouve au Moyen-Âge. Finalement, cette époque, elle n'est pas aussi chaste en fait que la pop culture veut bien nous faire croire. Alors oui, la vie sexuelle des croyants est régie par la religion, ça c'est une certitude. Grâce au progrès de la médecine, on pense qu'une femme qui jouit est une femme qui a beaucoup plus de chances d'avoir un enfant. Et ça, au Moyen-Âge, on aime. Du coup, plusieurs textes vont montrer au mari comment, en fait, arriver à donner du plaisir à sa femme. Alors, évidemment, on reste en missionnaire, les yeux pointés vers le ciel, parce qu'il faut quand même regarder Dieu, et il n'est pas question de prendre trop de plaisir non plus. Évidemment, pas de position chelou, pas de trucs bizarres. Ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des sextoys, on va retrouver les premières mentions médiévales dans les textes confessionnels. En fait, c'est des espèces de guides qui sont à destination des confesseurs. Notamment, dans ces guides, on va retrouver des hommes qui se masturbent avec des planches trouées, ou des femmes qui fabriquent des objets en forme de membres virils pour forniquer avec elles-mêmes ou avec d'autres femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la masturbation masculine, elle est plus réprouvée que la masturbation féminine. Quand on est un homme, se masturber, ou en tout cas confesser se masturber, c'est passible de 20 jours de pénitence au pain et à l'eau. Concrètement, masturbation masculine égale on gâche du sperme, et ça c'est pas bon pour la procréation. La masturbation féminine, finalement, c'est moins grave puisqu'on a compris que les sécrétions vaginales ne servaient pas à faire d'enfants, et puis surtout, on est dans une société tellement phallocentrée qu'on est convaincu qu'une femme qui se masturbe ou qui couche avec une autre, finalement c'est parce qu'elle a pas trouvé mieux et elle ne sera heureuse que dans les bras d'un homme, un vrai. Le Moyen-Âge avait commencé à assouplir un peu son discours sur la sexualité, et évidemment, à la Renaissance, ça s'accélère. Officiellement, c'est toujours la religion chrétienne qui dicte la sexualité. La sexualité d'ailleurs, elle est toujours monogame, hétérosexuelle et dans le cadre d'un mariage procréatif uniquement. Par contre, on assiste à l'émergence de la littérature libertine. Et ça va quand même un peu tout changer sur le discours sexuel.
et on va assister à l'explosion du marché des jouets sexuels. Évidemment, il reste encore ultra minoritaire, vendu sous le manteau et interdit de manière générale. Par contre, on va avoir de véritables objets d'art qui émergent. On va par exemple avoir les dilatos muranés, donc qui sont des godemichés en verre soufflé qu'on peut remplir d'eau tiède ou de lait pour simuler une éjaculation et qui sont encore aujourd'hui considérés comme de véritables objets d'art. Les premières poupées sexuelles, selon la légende, elles remonteraient au XVIIe siècle. En fait, on les aurait retrouvées sur des bateaux pour que les marins puissent supporter la solitude des nuits en mer. En fait, il s'agirait juste de bouts de chiffon que les marins se seraient échangés entre eux. Cette théorie, elle est assez peu probable, déjà parce que justement ces bouts de chiffon, a priori, s'ils sont utilisés par tous les marins dans un contexte où on n'est pas forcément très propre, les maladies vénériennes, ça aurait été compliqué à gérer, et ensuite parce que tout simplement, il n'y a aucun texte en fait qui les corrobore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il existe effectivement des traversins percés qui s'appelleraient des dames de voyage, et qui en fait sont juste des espèces de gros cylindres en rotin, hyper aérés, et que les marins pouvaient enlacer pendant qu'ils dormaient pour supporter l'humidité de la nuit. C'est une espèce de clim à l'ancienne, et ça n'a rien de sexuel. Changement de décor, mais finalement pas tant que ça, puisqu'en fait, au XVIIIe siècle, toutes les théories religieuses qui dictaient la bonne sexualité sont remplacées par des théories médicales. C'est-à-dire que la masturbation, c'est mal, ça peut amener toutes sortes de maladies, mais vraiment toutes sortes, c'est-à-dire que vous pouvez devenir aveugle, vous transformer en homme si vous êtes une femme, avoir le clitoris qui grossit dans des proportions complètement folles, devenir incontinent, devenir fou, devenir stérile évidemment, ou au contraire devenir complètement nymphomane. Et là, pour le coup, c'est très documenté, les médecins, en fait, vont répertorier tous les accidents masturbatoires qu'ils retrouvent. Évidemment, c'est pour corroborer leur discours anti-masturbation, puisqu'à l'époque, l'onanisme de Tissot, c'est un best-seller, c'est un pamphlet anti-masturbation qui va se vendre dans le monde entier à des milliers d'exemplaires, et force est d'admettre que pour se masturber, les gens ils manquent pas d'idées. Donc on va retrouver un peu pêle-mêle des morceaux de chandelle, des morceaux de saucisses, des légumes évidemment, mais on va aussi retrouver des bouts de cafetière, des morceaux de porcelaine, et forcément ça crée des accidents assez cocasses. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers l'histoire, et notamment depuis l'émergence de la religion chrétienne, la bonne sexualité, finalement, elle est hyper rigide et hyper normée. Il faut être hétérosexuel, évidemment monogame, et si possible marié et dans un cadre procréatif. On n'irait quand même pas faire du sexe pour le plaisir. Pour voir apparaître les premiers sextoys vraiment inclusifs, en fait on attend encore. Évidemment, depuis 10 ans, le marché s'est extrêmement diversifié, ça c'est super chouette, mais on attend encore des sextoys vraiment inclusifs et vraiment non genrés.